Le soleil se leva à peine sur le village de Puma, teignant le ciel de rose et d'orange. Dans la petite case au toit de tôle ondulée, Ngo était déjà éveillée. Assise sur sa natte, elle observait par la fenêtre les femmes qui se préparaient pour le marché hebdomadaire. Leurs voix résonnaient dans l'air matinal, mêlées au chant des coqs et au bruit des mortiers pilant les noix de palme pour le bongo Jobi. « Ngo, ma fille, tu as bien dormi ?» demanda Maa Lidi, grand-mère Lidi, en entrant dans la chambre portant une cuvette d'eau chaude. « Oui, Ma, aujourd'hui c'est jour de marché. Tu penses que les 3 tenues en sanja que j'ai finies trouveront preneur ?» La vieille femme sourit, ses yeux plissés par les rides de sagesse. « Tes mains créent de la magie, mon enfant. Ces tissus parlent d'eux-mêmes. » Après sa toilette, Ngo se hissa dans son fauteuil roulant, celui que Maa Lidi avait acheté d'occasion à la ville voisine d'Edea 3 ans auparavant. C'était un vieux modèle, grinçant et cabossé, mais pour Ngo c'était sa liberté. Elle roula jusqu'à la petite table où elle cachait ses créations sous un drap blanc. Les 3 ensembles qu'elle avait cousus brillaient de 1000 couleurs. Sur le premier, elle avait brodé des motifs représentant la forêt sacrée de Ngoglituba. Sur le deuxième, des fougères semblaient danser. Le troisième racontait l'histoire de l'araignée mythique, Diwe, à travers des symboles traditionnels bassa. « Je vais les vendre comme si c'était moi qui les avais faits, » dit Maa Lidi, en enveloppant soigneusement les tissus. « Un jour, tu signeras ton travail de ton propre nom. »« Un jour, » répéta Ngo, mais sa voix portait plus de doute que d'espoir. Au marché, installé sous son parasol déchiré, Maa Lidi étalait ses marchandises, tandis que Ngo l'avait accompagné, restant un peu en retrait. Les commères du village ne tardèrent pas à arriver. « Hé, Maa Lidi, tu as amené la petite aujourd'hui ?» lança Madame Nge, la couturière officielle du village, en jetant un regard condescendant vers Ngo. « Le soleil est fort, elle aurait dû rester à l'ombre à la maison. »« Ma petite fille a autant le droit d'être ici que quiconque, » répondit Maa Lidi fermement. Tata Matip, une vendeuse de macabos, s'approcha. « C'est dommage quand même, une si jolie fille. Mais qui voudra d'elle? Aucun homme ne cherche une femme qui ne peut pas marcher pour aller au champ récolter le manioc, ni porter ses enfants au dos. » Les mots frappèrent Ngo comme des pierres. Elle baissa les yeux, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil. « Mes jambes ne marchent pas, mais mes mains travaillent, » murmura-t-elle assez fort pour être entendue. Madame Nge ricana. « Travailler à faire quoi? Compter les étoiles ?» C'est alors qu'une cliente s'arrêta devant l'étalage de Maa Lidi. « Ces tenues sont magnifiques. Qui les a faites ?» Un silence tomba. Maa Lidi regarda sa petite fille, attendant sa permission. Ngo secoua légèrement la tête. « C'est une couturière de la ville de Douala, » mentit Maa Lidi. La cliente acheta les 3 tenues à bon prix. Madame Nge observait la scène, les yeux plissés de suspicion. Sur le chemin du retour, Ngo était silencieuse. Le fauteuil grinçait sur le sentier de terre rouge. Maa Lidi marchait à côté d'elle, portant le panier vide. « Pourquoi tu ne leur as pas dit la vérité, ma fille? Parce qu'elles ne croiraient jamais qu'une infirme puisse créer quelque chose de beau. Maa, dans leurs yeux, je ne suis qu'une bouche à nourrir, un poids. » Maa Lidi s'arrêta et s'agenouilla devant le fauteuil, prenant les mains de Ngo dans les siennes. « Écoute-moi bien, Ngo. Les fromagers, arbres géants de la forêt, les plus majestueux, ont souvent poussé dans les sols les plus rocailleux. Ton heure viendra. Le village apprendra qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, à la lumière de sa lampe à pétrole, Ngo cousait un nouveau vêtement. Ses larmes avaient séché, remplacées par une détermination silencieuse. Chaque point de son aiguille était une prière, chaque motif une déclaration. Elle existait, elle comptait, elle réussirait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le jour du marché. Ngo avait terminé 2 nouvelles tenues que Maa Lidi avait vendues avec succès. L'argent permettait d'acheter du riz, de l'huile de palme et même quelques mètres de tissu supplémentaires. Mais Ngo restait dans l'ombre, invisible aux yeux du village. Ce matin-là, alors qu'elle cousait près de la fenêtre, un bruit inhabituel attira son attention. Un homme installait un atelier de menuiserie dans l'ancienne case abandonnée de Papa Oum, juste en face de chez elle. Il était grand, la peau sombre comme l'ébène, et travaillait avec une concentration remarquable. « C'est le nouveau menuisier », expliqua Maa Lidi en apportant des beignets de manioc pour le petit déjeuner.
Il s'appelle Bikoy. Il vient d'Eseka. On dit qu'il fait des merveilles avec le bois d'Iroko. Ngonyobé l'observa discrètement pendant plusieurs jours. Bikoy saluait tout le monde avec respect, souriait aux enfants et travaillait du lever au coucher du soleil. Il sculptait le bois comme si chaque morceau racontait une histoire. Un après-midi, alors que Ngonyobé cousait dehors sous le safoutier, profitant de la brise, Bikoy traversa le chemin et s'approcha. « Mbemba, bonjour » dit-il simplement, son regard croisant directement celui de Ngonyobé. Pas ses jambes, pas son fauteuil. « Je m'appelle Bikoy. »« Ngonyobé, » répondit-elle, surprise par cette franchise. « J'ai besoin d'un bel ensemble traditionnel pour la cérémonie du chef de canton le mois prochain. On m'a dit que Ma Lidi connaissait une excellente couturière à la ville. Pourrait-elle me mettre en contact ?» Ngonyobé hésita. Son cœur battait fort. « Cette couturière, c'est moi. » Bikoy ne montra aucune surprise, aucune pitié. Il sourit simplement. « Alors, je suis au bon endroit. Quand pouvons-nous discuter des motifs ?» Cette simplicité désarma Ngonyobé. Pour la première fois, quelqu'un la voyait d'abord comme une artisane, ensuite comme une personne. Ils passèrent l'heure suivante à parler tissus, couleurs et symboles. Bikoy voulait une tenue qui racontait son histoire, un homme qui avait quitté son village natal pour recommencer ailleurs, portant avec lui les traditions de ses ancêtres. « Vous avez de l'or dans les doigts, » dit-il, en examinant une broderie qu'elle avait terminée. « Pourquoi vous cachez-vous ?»« Parce que les gens ne voient pas mon travail. Ils ne voient que ça, » répondit Ngonyobé en désignant son fauteuil. « Alors, ils sont aveugles. La beauté se reconnaît toujours, peu importe qui la crée. » Les semaines suivantes, Bikoy venait régulièrement discuter de l'avancement de sa tenue. Il apportait parfois des fruits du marché, des safous ou des mangues, s'asseyait sous le safoutier et racontait des histoires de la Sanaga maritime. Ngonyobé riait, un rire qu'elle avait presque oublié. Un jour, il arriva avec une large planche de bois poli. « J'ai remarqué que vous cousiez sur une petite table trop basse. J'ai fabriqué ceci pour vous. » C'était une table de couture magnifique en bois massif, à la hauteur parfaite pour son fauteuil, avec des compartiments pour ranger les fils et les aiguilles. Ngonyobé en eut les larmes aux yeux. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Parce que les vrais artisans méritent les bons outils, et parce que, il hésita, parce que votre compagnie illumine mes journées. Mais les bonnes choses attirent aussi les mauvaises langues. Au marché, les commères chuchotaient. Madame Ngué menait la danse. Bikoy tourne autour de l'infirme. Quelle honte! Un bel homme comme lui, il pourrait avoir n'importe quelle femme du village. Tata Matip ajoutait, il doit être ensorcelé par un fétiche, ou alors il veut profiter de l'argent de sa grand-mère. Aucun homme sain d'esprit ne la choisirait. Les murmures parvinrent aux oreilles de Ngonyobé. Le soir où Bikoy vint chercher sa tenue terminée, une œuvre magnifique en tissu tissé avec des broderies symbolisant la bravoure bassa, elle la lui tendit sans le regarder. « Il est parfait !» s'émerveilla Bikoy. « Ngonyobé, vous êtes une véritable artiste. »« Les gens parlent, Bikoy. Votre réputation va souffrir si vous continuez à venir ici. » Il posa le vêtement et prit doucement ses mains. « Laissez-les parler. J'ai appris que les paroles des petits esprits ne peuvent atteindre les grandes âmes. Vous m'avez montré que la vraie beauté se trouve dans le cœur et le talent, pas dans l'apparence. » Cette nuit-là, Ngonyobé comprit qu'elle avait trouvé plus qu'un client. Elle avait trouvé un allié, un ami, peut-être même plus. Et pour la première fois depuis longtemps, elle osa imaginer un futur différent. Les mois passèrent, et la réputation de Ngonyobé grandissait, même si peu savaient encore que c'était elle la créatrice des magnifiques tenues qui circulaient à Puma. La tenue de Bikoy lors de la cérémonie du chef avait fait sensation. Les notables voulaient savoir qui l'avait confectionnée. Bikoy, fidèle à sa parole, révéla la vérité. C'est Ngonyobé, la petite fille de Ma Lidi. Elle coude mieux que quiconque dans la région. Le choc fut immédiat. Certains admiraient, d'autres doutaient. Mais les commandes commencèrent à affluer directement chez Ngonyobé. Des femmes venaient d'abord par curiosité, puis par conviction, après avoir vu son travail. Madame Ngué vit sa clientèle fondre comme du beurre au soleil. Ses coutures simples et ses finitions approximatives ne pouvaient rivaliser avec l'art de Ngonyobé. La jalousie s'installa dans son cœur comme un poison. Un jour de marché, elle lança sa première attaque. Entourée de ses amis,
Elle déclara assez fort pour être entendue. Ces tissus sont trop beaux pour venir de mains ordinaires. Comment une infirme pourrait-elle créer pareille merveille? Une autre femme ajouta, « Ma grand-mère disait que ceux qui ne peuvent pas marcher utilisent parfois le kong, pratique mystique, pour avoir des dons obscurs. » Le mot était lâché, sorcellerie. Dans la région, c'était une accusation très grave. Les rumeurs se répandirent comme un feu de brousse en saison sèche. Certaines clientes annulèrent leurs commandes. Des mères défendirent à leurs filles de s'approcher de la case de Ngo-Nyobe. Bikwa défendait Ngo-Nyobe partout où il allait. C'est du talent, pas de la magie. Vous insultez son travail et son intelligence par pure ignorance. Mais sa défense enflammée ne fit qu'aggraver les choses. Sa propre famille commença à s'inquiéter. Son oncle, le patriarche Biyong, le convoqua un soir. « Bikwa, mon fils, tu es un bon garçon. Mais cette situation avec la fille infirme doit cesser. Les gens parlent, tu te déshonores. » Me déshonorer en reconnaissant le talent et en traitant quelqu'un avec respect. Elle ne pourra jamais aller au champ, ni être une vraie épouse pour s'occuper de ta maison, explosa son oncle. Pense à ton avenir, à ta descendance. Bikoi quitta la case en claquant la porte. Ngo-Nyobe, de son côté, voyait tout cela. Elle voyait la fatigue dans les yeux de Bikoi, les regards hostiles qu'il recevait, l'isolement qui le guettait. Un soir, alors qu'il venait lui rendre visite, elle prit une décision déchirante. « Bikoi, tu dois arrêter de venir ici. »« Quoi? Pourquoi ? » ?»« Parce que je te détruis. Ta famille te rejette, le village te juge. Bientôt, tu n'auras plus de clients, plus d'amis. Tout ça à cause de moi. Ngo-Nyobe, tu ne comprends pas. » « Si, je comprends. » Ses larmes coulaient maintenant. « Je comprends que tu mérites mieux qu'une femme qui ne peut même pas marcher à tes côtés pour aller au culte. Va-t'en, Bikoi. Trouve une femme qui pourra te rendre heureux sans te couvrir de honte. » Bikoi resta silencieux un long moment, puis il s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses mains tremblantes. « Ngo-Nyobe, écoute-moi bien. Je ne suis pas venu dans ce village pour trouver une femme qui marche. Je suis venu pour recommencer ma vie. Et depuis que je te connais, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait croire à la beauté, à la persévérance, à l'amour véritable. Si le village ne peut pas voir cela, c'est leur cécité, pas notre faiblesse. Ta famille et la mienne construiront une seule et même famille quand le moment viendra. Toi et moi, nous sommes plus forts que leur peur. » Cette nuit-là, Mahalidi trouva Ngo-Nyobe pleurant. Mais pour la première fois, c'étaient des larmes de soulagement. L'épreuve n'était pas terminée, mais elle ne la traverserait pas seule. L'annonce tomba un matin quand la brume recouvrait encore la forêt. Le Mbombog, chef spirituel et traditionnel Bassa, lors d'une assemblée sur la place des fêtes, déclara l'organisation d'un grand concours de couture pour le festival culturel de la région. Toutes les couturières du village et des environs sont invitées à participer. Le thème, nos ancêtres et nos légendes. La gagnante recevra une machine à coudre neuve, un prix en argent et le titre de couturière officielle du canton. Madame Nenge bombait déjà le torse, certaine de sa victoire. Après tout, qui d'autre oserait la défier publiquement? Mahalidi rentra à la case, le visage illuminé. « Ngo-Nyobe, c'est ton moment. Tu dois participer. »« Non. Tu as vu comment les gens réagissent? Si je participe, ils diront encore que j'utilise la sorcellerie. » Justement, c'est l'occasion de leur prouver que ton talent vient de tes mains et de ton cœur, pas d'ailleurs. Le Mbombog sera juge. Il est un homme juste éclairé par la sagesse. Bikoi arriva le soir même avec la même idée. Tu dois t'inscrire. C'est ta chance. Après une nuit d'insomnie, Ngo-Nyobe accepta. Elle s'inscrivit le lendemain, provoquant des murmures et des rires étouffés à la chefferie. Les 3 semaines suivantes furent les plus intenses de sa vie. Elle créa une collection de 5 pièces racontant les légendes du peuple Bassa, la sortie de la grotte sacrée de Ngog-Lituba, le courage des maquisards indépendantistes, la sagesse du patriarche, la beauté de la femme cultivatrice, et l'union de l'eau, la sanaga, et de la terre. Chaque pièce était un poème brodé. Bikoi lui fabriqua des supports en bois poli pour exposer ses œuvres. Mahalidi préparait ses repas pour qu'elle ne perde pas de temps. Ses doigts saignaient parfois, mais elle continuait. Madame Nge, apprenant l'ampleur du travail de Ngo-Nyobe, paniqua. La veille du concours, elle alla voir le Mbombog. « Vénérable chef, je dois vous parler. Cette fille, Ngo-Nyobe, elle ne devrait pas participer. »« Pourquoi donc? Elle est infirme. Comment peut-on la laisser concourir aux côtés de couturières complètes?
C'est une insulte à notre métier. Le Mbombog la regarda longuement, ajustant son chasse-mouche traditionnel. Madame Nge, le concours juge les tissus, pas les jambes. Si vous avez peur de la compétition, c'est votre problème, pas le sien. Le jour du concours arriva. La place du village était décorée de feuilles de palmier et de fleurs. Les couturières installèrent leurs créations, 10 participantes en tout. Ngo Nyobe arriva dans son fauteuil, poussé par Bikoy. Un silence pesant tomba. Quand elle dévoila sa collection, un long murmure d'admiration parcourut la foule. Les tissus semblaient être vivants. Les couleurs et les symboles racontaient des histoires que même les plus anciens reconnaissaient avec émotion. Madame Nge présenta ses œuvres, correctes, traditionnelles, des robes en kabangondo classiques, mais sans âme. Les autres participantes montrèrent leur talent, mais rien ne rivalisait avec la collection de Ngo Nyobe. Avant le délibéré, Madame Nge tenta une dernière manœuvre diabolique. « Chef, cette fille utilise des pratiques mystiques. Comment expliquer autrement un tel talent pour quelqu'un qui passe ses journées assise ?» C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Tata Matip, qui avait été si dur envers Ngo Nyobe au marché, s'avança au milieu de la place. « Ça suffit, Nge. J'ai vu Ngo Nyobe travailler. Je l'ai observée depuis des mois quand je vais au champ. Elle coude du matin au soir, ses mains saignent, elle pleure de fatigue. Ce n'est pas de la magie, c'est du travail dur, de la passion et du courage de femme bassa. » D'autres femmes s'avancèrent, celles qui avaient porté ses créations en secret. Elles témoignèrent de sa patience, de son attention aux détails, de son honnêteté. Le Mbombog leva son bâton de commandement pour ramener le silence. « J'ai pris ma décision. L'art ne ment pas. La gagnante à l'unanimité est Ngo Nyobe. » La foule explosa en applaudissements. Des cris de joie et des you-you résonnèrent. Pas tout le monde, mais assez pour que Ngo Nyobe sente que quelque chose avait définitivement changé. Bikoy la serra dans ses bras. Mahalidi pleurait de joie en louant Dieu. Madame Nge quitta la place humiliée et vaincue par la vérité. Ce soir-là, sous les étoiles, Ngo Nyobe comprit que la victoire n'était pas seulement dans le prix, mais dans le regard de sa communauté qui avait changé. 6 mois après le concours, le village de Puma n'était plus le même. Ngo Nyobe avait ouvert officiellement son grand atelier de couture dans un local que le chef lui avait accordé près de la place centrale. Au-dessus de la porte, une pancarte en bois massif sculptée par Bikoy affichait « Atelier Ngo Nyobe, couture et dignité ». Chaque matin, des jeunes filles venaient apprendre. Ngo Nyobe avait choisi de partager son savoir avec celles que le village négligeait parfois. Les jeunes mères célibataires, les orphelines, celles qu'on disait sans avenir. Elle leur enseignait que les mains peuvent créer des miracles quand le cœur y croit. « À mes filles, un point de travers peut ruiner un pagne. Mais dans la vie, nos erreurs nous enseignent la perfection, leur disait-elle. Même Tata Matip venait parfois observer, honteuse de ses jugements passés. Pardonne-moi pour toutes ces années où je t'ai vu comme un fardeau. Tu es devenue la grande fierté de notre canton. » Ngo Nyobe souriait. « Tata, nous portons tous des fardeaux. Certains se voient, d'autres non. Vous m'avez finalement défendu quand j'en avais le plus besoin. C'est ce qui compte. » Madame Nge, elle, avait quitté le village pour aller s'installer en ville après sa défaite, trop orgueilleuse pour accepter l'humiliation. Mais Ngo Nyobe ne ressentait aucune joie de sa chute. Elle comprenait maintenant que la méchanceté naît souvent de la peur de sa propre médiocrité. Un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de Puma en or, Bikoy arriva à l'atelier avec un air solennel. Il portait la magnifique tenue qu'elle lui avait cousue 1 an auparavant. « Ngo Nyobe, ferme l'atelier plus tôt aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à te dire. » Intriguée, elle le suivit. Il la poussa dans son fauteuil jusqu'à la place de la chefferie. Là, à sa grande surprise, toute la communauté était rassemblée, y compris la famille de Bikoy. Mahalidi souriait, les yeux brillants. Le Mbombog s'avança. « Ngo Nyobe, depuis ta victoire, tu as transformé notre vision des choses. Tu nous as appris que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa capacité à marcher, mais à ce qu'elle peut bâtir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer une alliance. » Bikoy s'agenouilla devant son fauteuil, au milieu de la place publique. De sa poche, il sortit une magnifique alliance forgée par l'artisan du village. « Ngo Nyobe, le jour où je t'ai rencontré, j'ai vu une femme qui refusait de se laisser définir par les limites de son corps. Tu m'as appris que l'amour véritable se construit sur le respect,
le soutien et la complicité. Je ne te demande pas de marcher à mes côtés pour aller au champ. Je te demande de rouler avec moi sur le chemin de la vie. Veux-tu être ma femme? Les larmes coulaient à flots sur les joues de Ngonyobe. Bikwe, j'ai passé ma vie à croire que je ne méritais pas d'être aimé parce que mes jambes ne fonctionnaient pas. Tu m'as montré que mon cœur, lui, fonctionne parfaitement. Oui. 1000 fois, oui. Le village explosa en chants d'allégresse. Les chants de mariage Bassa Mabog. Même les oncles de Bikwe qui avaient douté tapèrent des mains. Mahalidi sanglotait de bonheur en remerciant les ancêtres. Le mariage fut célébré 3 semaines plus tard, grandement festif. Ngonyobe portait une robe magistrale qu'elle avait créée spécialement pour l'occasion, blanche comme la pureté, avec des broderies dorées représentant des lianes qui s'entremêlent solidement. Lors de la cérémonie, le Mbombog déclara d'une voix forte « Aujourd'hui, nous ne marions pas seulement 2 enfants du pays. Nous célébrons une grande leçon d'humilité. Le véritable handicap n'est jamais dans le corps. Il est dans les yeux qui refusent de voir le talent, dans les cœurs qui refusent d'aimer et dans les esprits remplis de jalousie. » Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de la Sanaga maritime, Ngonyobe comprit que son voyage n'avait jamais été une marche. C'était un vol, et elle avait appris à toute une communauté à s'élever avec elle.